bienvenue sur GPTV. Nous sommes avec Mathieu Saintou, que vous commencez à connaître, parce qu'il est quand même plus régulièrement quand même sur notre chaîne. Bon, alors, de Arcane Asylum Publishing. Bon, ton actualité est très chargée. Il y a beaucoup de choses, comme c'est l'hyperactivité. On a beaucoup de choses parce qu'on est sorti en vague. Comme on a des problèmes de logistique, des fois ça bloque et à un moment quand tu arrives, ça fait bleu. Donc, on va quand même commencer par parler des nouveautés qui sont arrivées il n'y a pas si longtemps que ça chez toi. Donc, il y a des continuités de gamme, comme dans Alien avec Bâtir des mondes meilleurs, qui est franchement génialissime. Ouais, c'est un super supplément. Donc, il y a des trucs qui avancent. Donc, les gens peut-être vont savoir comment vont se développer ces gammes, parce que tu as pas mal de gammes qui ont démarré et ils voudraient savoir un petit peu où ça en est. Hein. Bon, là, j'ai plein d'exemples. Après, on va parler de Broken Compass. Alors, moi, ça m'intrigue. On va commencer par ça, d'ailleurs. Allez, parce que moi, Broken Compass, ça m'intrigue. Pourquoi Broken Compass? Alors, bon, ça a été récupéré par Common, on le sait. C'est une gamme pratiquement fermée. Exactement. Voilà. L'éditeur original part sur de nouvelles choses qui sont assez intéressantes, un peu plus, disons, le spectre un peu plus ouvert. Plus action, on va dire. Ouais, voilà. Pourquoi Broken Compass? Alors, déjà, pour vous raconter un peu l'histoire, on va dire rien de secret, mais Too Little Mice, donc c'était l'éditeur d'origine de Broken Compass. C'est des Italiens et Simone a toujours eu des affinités particulières avec l'Italie. À l'époque, il y avait David Preti qui était un des grands patrons, qui avait plein d'amis en Italie et donc ils ont absorbé, on va dire, Too Little Mice, et pour le récupérer en gros de la main créative. D'ailleurs, des auteurs de Broken Compass ont travaillé sur Assassin's Creed, qui est le jeu qui sortira l'année prochaine. Donc ils ont bossé sur la gamme. Quand ils sont venus, comme ils se sont fait absorber, ils sont venus avec leur jeu. Malheureusement, j'ai pas la temporalité, mais on va dire une année ou deux après, les gens se sont séparés, des problèmes de méthodologie de travail et tout. Et donc les deux principaux membres de Too Little Mice sont redevenus indépendants. Ils ont pu garder le nom de leur société et ils ont relancé une gamme de jeux. Donc ils ont relancé Outgun. Et comme ils avaient déjà fait Broken Compass, qui était un jeu, on va dire, d'aventure exploration, ils ont réfléchi à un autre jeu. Et donc ils sont partis sur Outgun, qui est plus un jeu d'action à la John Wick. Tu vois, on est plus sur voilà. Mais ils ont toujours eu une affection en fait pour Broken Compass, qui était leur premier jeu. Pendant des années, ils ont essayé de récupérer la licence. Non, j'étais pas au courant de tout ça. Non, en fait, avec Simone, on a commencé à travailler leur catalogue de jeux. Et donc tout récemment, en fait, le jour où on annonce qu'on lance Broken Compass, ou c'est le jour du lancement, eux annoncent qu'ils récupèrent leur marque. Donc ils annoncent tout content, en disant bah ça y est, on a enfin récupéré notre marque. Alors, officieusement, moi, ils m'ont dit au téléphone, en fait, on le récupère, mais on va rien en faire. C'est juste que c'était notre jeu. Et on avait l'occasion de le reprendre, donc on le reprend. Mais on est déjà sur Outgun, donc on va pas ressortir Broken Compass, qui pour nous est un jeu qui était sorti, qui était fermé, et donc il était fini. Donc on est déjà sur autre chose. Dans leur communiqué, ils disent qu'effectivement Outgun Adventures, on va dire que c'est la V2 de Broken Compass, mais c'est parce qu'ils étaient partis sur un nouveau cycle. Et donc voilà, ils disent si vous voulez faire de l'aventure, bah on va vous faire Outgun Adventure, qui correspond un peu plus à un jeu d'aventure qu'à un jeu d'action. Mais voilà, en tout cas, ça c'est le nom, on les a eu au téléphone. Je veux dire, je les ai même eu avant d'avoir Simone, hein, parce que Simone ils l'ont fait, on s'en rendait au courant de rien. Moi, le jour du lancement, je ne savais pas ça, donc derrière, je suis rentré très tard chez moi parce qu'ils ont des bureaux au Brésil et à Singapour. Donc je commence à envoyer des mails partout pour dire qu'est-ce que c'est que ce bordel. Je lance à 18h et à 18h, je vois sur Twitter, bah en fait c'est à nous. Et donc les gens se posent des questions. Bon. Donc moi j'étais assez inquiet pour la campagne, je pensais que ça allait envoyer un message très négatif et que les gens allaient s'inquiéter. J'ai eu les Italiens qui m'ont dit qu'ils étaient désolés. Pour le coup, ils m'ont dit franchement, si on savait que tu lançais ta campagne, on aurait. C'était juste une annonce pour dire qu'on était content. On aurait pu la faire dans 2 mois, tu vois, et te laisser tranquille. Donc il m'a proposé de faire un communiqué en me disant bah attends, on va faire je t'envoie un texte en anglais, je te laisse le publier, le traduire. Comme ça, tu peux le poster sur ta page pour dire que nous, on est juste très content que le jeu y sorte. Et en plus, il me dit, c'est la même chose, il sort en polonais et en espagnol. Donc, il y a d'autres pays, il n'était pas le seul, en fait, qui se retrouvent dans la même situation. Les Espagnols, ils avaient déjà fait leur financement. Pareil, les contributeurs leur disaient, bah, si vous avez plus le jeu, comment on fait? Et puis eux, ils étaient en train de le tirer, donc c'était compliqué. Donc finalement, ça s'est bien terminé. On a fait on a fait une belle précommande. On a pu proposer toute la gamme et ça permettra effectivement aux gens de faire ce qu'ils ont envie sur ce jeu, parce que moi c'est ce qui m'intéressait dans Broken Compass, c'est que c'est un jeu à différents points d'entrée. Le jeu de base, tu vas jouer du Tomb Raider, Uncharted, etc. Moi c'est ce qui me parle le plus. Je trouve qu'il n'y a pas de jeu moderne qui te propose ça. Et j'adore l'idée de partir, de faire du Benjamin Gates, voilà, part sur un pseudo truc. Dan Brown, je pensais aussi. Voilà, tu fais ce genre d'aventure, je trouvais que c'était vachement intéressant.
Et après, tu as d'autres settings, le pirate, le machin. C'est ça que je trouvais cool. Ça te permettait de choisir l'univers où tu voulais jouer, et donc de forcément trouver une période qui te plaisait. Voilà. Les Italiens me disaient que justement, ça va être très difficile. Voyage extraordinaire, par exemple, ça a été un flop absolu aux États-Unis. Mais bon, c'est pas leur culture. Tu vois, la culture Jules Verne, ils sont passés un peu à côté. Je lui ai dit, nous, on verra, mais j'espère qu'en France, au moins, on aura un peu de cocorico et qu'on sera capable de voir l'intérêt d'aller chercher du continent perdu, d'aller chercher, tu vois, des dinosaures, des trucs comme ça. Enfin, il y a plein, voilà. Je trouve que c'est un jeu. J'aime bien ces jeux qui te proposent, qui ont la capacité de proposer une modularité. En fait, c'est pas une proposition ferme. Tu retrouveras ça avec Shiver justement derrière. Je sais que tu voulais me poser la question. Et Broken Compass te permet de soit jouer avec le bouquin de base et t'as une période, soit tu te dis bah tiens en fait maintenant je vais faire un one shot sur autre chose. Et moi quand je l'ai fait jouer, je faisais lier un peu à l'Assassin's Creed. Tu vois, tu faisais la partie pirate et l'objet qui était perdu à ce moment-là, tu pouvais le retrouver dans une autre période. Et puis d'un coup, tu as l'impression d'avoir une sorte de continuité narrative que tu distilles. C'est chiant si les joueurs ils savent que tu joues d'affilée, mais c'était rigolo d'avoir vraiment le joueur qui fait mais attends mais ça c'est pas ce nom de famille, c'était le capitaine du navire. Je sais pas. Tu veux te renseigner sur ce point-là. Et tu vois, donc il connecte un peu des points. Je trouvais ça sympa. Donc moi, c'est ce qui me plaisait beaucoup dans ce jeu. Et puis le petit format, il est pas très cher. Alors nous, on a fait un gros effort sur ce travail-là, justement pour baisser son coût. Parce que le livre de base à l'origine, je crois qu'il a $55, ce que je trouvais très cher pour du A5. Et je crois qu'on a réussi à le mettre à 45. Donc on a relevé quand même 10 €. C'est pas rien en ce moment. Donc voilà, j'étais content de réussir à proposer une gamme un peu moins chère que le produit d'origine. Et puis voilà, on a surtout vu qu'il y avait une petite communauté de fans qui ont trouvé dans ce jeu quelque chose qui pouvait leur parler. Donc c'est cool. Et puis voilà, ça finit bien parce que ce que je pensais être un drame, parce que je t'avoue, le jour du lancement, quand tu vois Too Little Miles, je me dis, ça se trouve, Simone, ils vont me dire que demain qu'ils ont oublié de prévoir dans le contrat une sorte de règle de passation et que je dois annuler le projet le lendemain. Donc tu te dis ça va être intéressant. Moi j'aurais expliqué tel quel, j'en ai rien à foutre, j'aurais balancé que c'était la faute de Simone en disant ils m'ont pas prévenu. Mais au final tout s'est bien arrangé, les Italiens étaient très contents. Simone, ils m'ont rien, je crois ils m'ont toujours rien dit. J'ai été mis en contact avec Too Little Mice, mais je ne sais toujours pas ce qui se passe du contrat. Donc ça reste un peu étrange, mais bon, écoute, pour l'instant, on est dans la légalité, on a fini les traductions, donc je pense que les derniers ouvrages sont en relecture et donc on va pouvoir les envoyer en presse, je pense début 2025. Et on devrait pouvoir recevoir ça autour de l'été, un peu avant, un peu après. Ouais, on sort tous les bouquins d'un coup. En magasin, ils sortiront en échelle. On va pas tout sortir, c'est chiant pour le magasin. Mais ouais, les backers, ils recevront tout d'un coup. D'accord. Donc si t'as pris le all-in, t'auras les 4 univers, le bouquin de base, univers parallèle et le dernier, Fortune et Gloire. Voilà. L'idée, c'est de se dire justement cette boîte à outils clé en main et que les gens puissent se dire. Je peux jouer l'univers que je veux. Je sais que c'est pas un jeu sur lequel il y a des gens ça va leur plaire. Moi, je sais que le livre de base, j'ai beaucoup joué en campagne, mais je pense que c'est un jeu qui se prête très bien au solo. Pas au solo, mais au one shot. Faire une soirée, un ou deux soirs avec un cycle d'aventure qui se boucle, près comme un épisode, tu vois, de Sidney Fox, l'aventurière. De l'époque. Exactement. Voilà, comme les vieilles BD où tu avais une résolution. Enfin, moi ça j'aime bien. Ça te permet en plus j'ai moins le temps de jouer, donc moi quand on me propose un truc en 2-3 sessions, tu dis oui, on peut la boucler vite. En 2 semaines tu peux les placer, donc ça c'est cool. Et puis après tu peux changer d'univers où tu fais un autre jeu, puis tu peux revenir après quand quelqu'un dans ton groupe a une idée de se dire je vais un reportage sur les Aztèques, vous voulez pas Voilà, donc moi je trouve que ces petits jeux comme ça ont une utilité dans le milieu pour rebondir, pour proposer de la variété. Voilà. D'accord. Ok. T'as tout dit, c'est bien. C'est parfait. C'est un truc, voilà. Ça m'intriguait un petit peu cette histoire justement du rapport entre Too Little Mice, comment ça s'est passé, parce que ça a été un peu c'était un petit brouillard, on n'a pas trop su. Ouais, et puis t'as toujours des sachants qui balançaient des trucs sur Internet. Moi je sais que. Rocket Compass, c'est arrivé un peu comme ça, tu vois. Donc voilà, maintenant tu as vraiment tout expliqué, c'est bien. Moi je suis fan de Pulp, donc franchement je suis client. Et je suis client d'ailleurs aussi avec Kalien. Alors tu nous as sorti Bâtir des mondes meilleurs. Ouais, il est bien celui-là. Voilà. Bon, alors la gamme, comment elle va évoluer? Bon, déjà Bâtir des mondes meilleurs, c'est vraiment bien parce que franchement moi c'est vraiment le côté qui m'intéresse le plus. Jouer des Space Marines, c'est bien. Mais cette espèce de
de développement, même on peut même faire du planet building, carrément, bien sûr, hein, bien c'est sûr. ça qui est absolument génial, et tu peux construire ton propre univers à l'intérieur de l'univers d'Alien. Et c'est même un bouquin que tu peux utiliser pour n'importe quel truc de SF. Tu te dis bah tiens, j'ai enfin un outil, en plus c'est la patte Free League, donc c'est bien écrit, un outil de world building où tu vas générer des planètes, ce qu'elles font, et tu l'utilises après, je sais pas, à Star Trek ou n'importe quel jeu ou Star Wars, t'as envie d'avoir des planètes avec un peu de sérieux dans sa création, puis après tu rajoutes tes éléments de ton jeu à toi dedans, donc ça franchement je trouve ça bien. Bon, est-ce que dans les petits papiers de Free League, qu'est-ce qui nous attend un petit peu dans Alien là? Qu'est-ce qui arrive? Alors j'ai pas beaucoup d'infos sur la nouvelle boîte, parce que c'est annoncé comme une nouvelle édition, mais c'est pas vraiment une nouvelle édition. Alors pourquoi une nouvelle? Enfin, disons que moi j'étais j'ai dit attends, c'est tout récent. Pourquoi une nouvelle édition? Alors déjà c'est moins récent pour eux. Ouais. Je crois que le jeu chez eux il est déjà 4 ou 5 ans, le premier bouquin, donc c'est pas énorme en termes de vie, hein, je t'avoue. Oui, mais les systèmes très bien. Mais je crois qu'ils avaient quand même des envies de retravailler certains points, par exemple le stress. Je pense que très vite, si t'as fait les Colonial Marines, le destructeur de monde. Bon, il y a un moment sur la table, il se passe quand même n'importe quoi. Hein. Quand t'as le mec qui pète un câble, qui donne des dés de stress à lui, lui il tire, il rate, et donc tout le monde, puis d'un seul coup tu pop un xénomorphe au milieu, vous prenez tous un dé de stress, et là t'as des mecs qui font putain, j'en ai 6 entre les mains des dés de stress, ça va être compliqué de déstresser. Donc je pense qu'il y a cette mécanique qu'ils voulaient retoucher. J'ai pas encore d'infos. Ils m'ont dit, je sais qu'ils voulaient retoucher la mécanique de stress. Ouais. Alors la twitché un peu. Et lui, il me disait, il n'y a pas de il y a aucun problème de rétrocompatibilité. Mais c'est vrai que notre nouvelle boîte de démarrage, c'est plus le Chariot des Dieux, ça sera celle-là, parce que c'est la version 1.5 des règles, elle est plus aboutie pour nous. Mais tu pourras parfaitement, avec cette boîte, jouer au Chariot des Dieux. Ouais. Et à tout le reste. Donc c'est ce qui m'intéressait, parce que moi je lui dis, écoute, il y a des suppléments, ils viennent de sortir. Ouais. Si vous lancez le financement, alors ils devaient le faire en fin d'année, mais je pense que maintenant c'est trop court, parce que j'ai vu qu'ils avaient annoncé, ils ont annoncé autre chose. Ils ont annoncé un autre financement. Donc je pense que ça sera pas avant Q1 2020, premier trimestre 2025. Mais je lui ai dit, voilà, nous, il faut qu'on puisse l'annoncer. Les gens vont nous poser la question, évidemment, en disant, moi, j'ai acheté des mondes meilleurs il y a un mois. Là, vous me dites, il y a une nouvelle édition. Donc on aura un texte pareil. Je pense que je demanderai à Thomas de faire un petit texte qu'on traduira, ou l'un des responsables de gamme pour dire, non, nous, on voulait, en fait, on peaufine un jeu. Et c'est un des éléments, par exemple, que Free League trouvait. C'est compliqué quand tu fais un jeu de rôle de mettre à jour tes règles. Soit tu refais une base, et tout de suite les gens pensent que c'est une V2. Mais tu vois, t'as pas cette capacité. Comme dans un jeu vidéo, quand t'as un truc qui va pas, en fait, tu balances une mise à jour et tu corriges ce qui va pas. Dans un jeu de rôle, quand t'as une mécanique que tu peux trouver bancale, tu peux pas la corriger. Donc, je pense que c'est plus ça. Ils veulent faire du fine-tuning, tu vois, des ajustements. Mais le cœur du jeu, ça sera toujours le même, avec la même intention de jeu. Ouais. Et un nouveau cycle narratif de campagne qui démarrera. Donc, et puis tu vois, ils ont déjà fait Colonial Marines, donc ils ont bien prévu c'est pas un bouquin qui sortira plus tard. Ils vont pas refaire un Colonial Marines. Ils vont aller plus loin sur d'autres, donc on aura peut-être enfin le bouquin sur la Wayland et tout ça. Quoi. Et vous travaillez encore, en ce moment, vous travaillez sur quelle localisation de suite de gamme? Alors là, on a beaucoup de choses. Le Monde des Ténèbres, on a beaucoup de choses en cours sur le Monde des Ténèbres, parce qu'il y a une grosse production chez Renegade, et on essaie de pas prendre trop de retard. Et là, je suis en train de terminer le livre de Node, qui a été réédité par Renegade, et puis ils viennent d'annoncer Les Secrets de la Sombre Mer. Ce sont des bouquins qui, je crois, jamais été faits en français, donc pour les fans du Monde des Ténèbres, c'est quand même un peu des bouquins géographiques. Donc ceux-là, moi, je travaille dessus. On les proposera certainement à la précommande, parce que c'est des bouquins qui peuvent se prêter à des beaux objets, en fait, si tu joues pas avec, donc on peut en faire des beaux livres. Sur quoi on travaille encore? Là, on va envoyer en print le dernier supplément de Star Trek, la division des sciences. En fait, le problème, c'est juste de trouver un créneau pour le mettre. La question à chaque fois que ouais, mais il faut. Là, il part, donc ça va. On va l'envoyer en print, donc on va pouvoir, vraiment, on va en tirer juste ce qu'il faut pour les 300 fans de Star Trek en France, malheureusement. Donc, et puis après, de tête sur quoi on a terminé un petit supplément qui s'appelle La Cité du Croissant. Donc qui se passe à Constantinople, un jeu de fantasy. Enfin, c'est de la 5e, on va dire, à Constantinople, avec des carrières qui sont propres à la culture. Donc ta sous-classe de guerrier, c'est un janissaire, la sous-classe de prêtre, c'est un détourneur, etc. Donc ça, je trouve ça cool. Pour proposer quelque chose, en plus c'est un partenariat qu'on a fait avec une société turque, donc c'est pas une écriture anglo-saxonne. Wow. Ce sont des Turcs qui écrivent leur fantasy. C'est ça que je trouve cool, parce que on conçoit pas du tout la même, on n'a pas la même origine. Voilà, nous c'est dragon, chevalier, princesse, tour. Voilà, et les Turcs ils ont, ouais, mais même après faut aller chercher dans la littérature plus ancienne, tu vois qu'en fait ils ont pas les mêmes influences, tu vois, quand ils parlent des djinns, nous on a un archétype, tu vois, très occidental, et chez eux ça veut dire plein de choses, tu vois, donc c'est vachement intéressant.
Et puis c'est le début d'un partenariat, parce que derrière on fera les Empires de la Route de la Soie, qui est aussi un setting qui se passe entre Samarcande, Ispahan, Bagdad, enfin tu vois toute la Route de la Soie, avec en gros leur background c'est toutes les créatures mythologiques du secteur. Je trouve ça hyper intéressant parce que c'est des zones qu'on connaît peu. Et puis derrière on continuera leur gamme, donc ça on devrait arriver avec les premiers. Là je l'ai pris sur le stand, j'aurais pu le ramener, mais on va sortir mon petit bébé dans pas longtemps, Cyberpunk. Qui est un jeu de rôle donc cyberpunkesque mais en Russie. En Russie futuriste complètement barré avec un Poutine qui a été réélu pour la 14e fois au mandat de président dictateur autoproclamé à vie, et tu vas jouer faut être honnête, tu vas jouer des gros beaufs russes en survêt de taquini ou Adidas avec du chrome partout dans une ville désespérée qui boit de la vodka à 8h du mat le matin. Mais moi j'adore le setting, je trouve qu'il est génial. T'as un vrai côté. On remonte un peu aux zones origines à Cirrhose là. Ouais, mais t'as un côté très drôle en gros, c'est comme si t'avais Night City, qui est la version américaine du cyberpunk, du futur. Oui, on a un machin. Et puis là, d'un coup, t'arrives et t'es dans l'arrière-cour, tu sais, du cyberpunk. Là, Mais c'est l'écriture de qui ça? Ah, ça, c'est un studio. Alors, c'est des Russes qui ont fui la Russie depuis longtemps. Maintenant, ils vivent en Pologne. Red Grass Game, je crois. D'accord. Le nom du label, j'ai un trou, je crois que c'est Red Grass, j'ai un trou. Ouais. Sur le nom de l'éditeur. Ils l'ont financé en Pologne sur une plateforme de financement inconnue, et moi je tombais amoureux du design du jeu. Tu joues à Novosibirsk, qui est une ville qui se passerait en gros la Russie, donc t'es là près du trou de balle. Et c'est vraiment tout ce que serait une mégacité russe, tu vois, qui tourne mal. C'est ce qu'on voit de toute manière même maintenant. Enfin, les bas-fonds ils sont dégueulasses. T'as des riches ultra riches qui sont, enfin voilà. T'as des portraits en 3D projection, tu sais, il faut imaginer des portraits de Blade Runner, tu sais, cet asiatique. Bah là, en fait, tu répètes, t'as un gros Poutine qui te fait serre la nation patriote, tu vois. Enfin voilà. Donc, et je trouvais que c'était génial de proposer ce setting en version cyberpunk. Tu joues une brigada, tu joues un groupe la brigada, c'est la version des Edge Runners. C'est un système de guide. Ah ouais, tout à fait. Ils ont leur propre mécanique, 4 caractéristiques, et puis un système de compétences. Faut que ça aille vite, surtout, en fait, en termes de narration. Ils ont leur propre système de chrome, ils ont créé même leur univers, ils ont leurs réseaux sociaux à eux. Enfin, franchement, c'est un bon petit jeu, et pour les fans de cyberpunk, c'est un truc qui est très agréable à se mettre sous la dent, parce que c'est écrit par des Russes qui parlent de leur culture, donc en plus il y a plein de références, enfin, tu vois, il y a plein de codes, et on n'a pas cette image d'un Américain ou d'un Européen qui l'écrirait en version soit cristallisée, soit au contraire, enfin voilà, avec tous les clichés, voilà. Là, ils s'autocritiquent eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que je lui disais, bon, les portraits de Poutine en ce moment, il me dit, ouais, mais en même temps, c'est ce qui se passerait. Dans un cyberpunk, on aurait cloné Poutine, on aurait des portraits de Poutine de 30 mètres d'eau, tu vois, en disant, comme ton grand-père et ton père, serre-moi, tu vois, enfin, et les gens diraient, bon, les élections, bah voilà. Voilà, t'as les portraits comme ça, sauf que t'aurais Poutine en 2, 3, avec que des clones. Et je trouvais ça génial. Je me dis, ça, là, on est sur un, en plus, j'aime bien moi, quand je fais du cyberpunk, j'aime bien quand il y a un côté décapant un peu dans le côté humour. Et ce que tu retrouvais dans Edge Runner, par exemple, le dessin animé, enfin l'animé sur Netflix, je trouvais qu'il avait cette bonne balance entre la version cyberpunk, la petite touche d'humour, etc. Et celui-là, je trouve qu'il a bien. Donc ça, c'est un petit projet que j'ai mené, voilà, qui va sortir aussi dans quelques mois. Cyberpunk, j'adore. Rien que le concept, je trouvais ça génial. Et voilà, après, il faudrait que qu'est-ce qu'on aurait d'autre? Alors, vous voyez, si on fait beaucoup de suivi, on est sur du Forbidden Lands, enfin, voilà, on essaie de continuer les... Forbidden Lands, c'est régulier, hein, exactement. Ça arrive régulièrement. Exactement. Même Vaesen, là, on est en train de bosser sur la suite. The Lost Mountain. Avatar, on a terminé le nouveau supplément, dont j'ai complètement oublié le nom. Il est dispo ou pas là? Ah non, là on a terminé Republic City. Voilà, c'est ça. On a terminé Republic City. Donc celui il est prêt. Non, voilà, c'est le prochain que j'ai demandé encore et qu'on n'a pas encore reçu. Mais il y aura, c'est une gamme où il y a un supplément par an, hein, donc c'est pas une avalanche. Donc là, nous, comme le décalage qu'on a dans la sortie nous permet de les sortir en plus rapprochés, parce que l'Avatar il est sorti qu'au début de l'été. Donc Republic City sortira début de l'année prochaine, et puis le supplément qu'ils sont en train de précommander maintenant sortira en fin 2025, histoire de faire le suivi de la gamme. Mais voilà, ça fait son travail pour l'instant. On a une boîte d'initiation qui marche très bien dans les magasins, qui touche un jeune public, qui sont fans. Maintenant, j'espère qu'ils nous suivront sur d'autres gammes une fois qu'ils auront fini d'explorer les quatre nations. Et puis peut-être qu'ils iront après chez Blade Runner ou faire autre chose. Voilà, donc, tu fais la transition, parce que voilà, c'est très bien le Blade Runner. Parce que là, quand j'ai fait la vidéo, le premier retour qui m'arrivait, il m'a dit, oui, c'est bien la boîte, mais le reste... le livre de base est en impression. Je crois qu'on a le livre de base sur le stand. On a reçu le premier tirage de l'imprimeur, donc avec l'écran. Les deux sortent ensemble, et les dés.
si je ne m'abuse. Par contre, au niveau des livraisons, ça devrait arriver assez tard cette année, donc je pense plutôt tout début janvier. Les gens sont impatients. C'est vrai que la boîte vient de sortir et me pose déjà la question. Hein, mais alors, c'est bien la boîte, hein, mais. Eh ben, ils ont fait le scénario de la boîte. Aussi, tout le monde me ouais. demande. Je fais, les gars, elle vient de sortir début septembre, tu l'as fini le scénario? Ah bah non, joue déjà le scénario. Parce qu'il est génial. En plus, cette boîte, elle est vraiment très bien. Mais souvent, les boîtes de Free sont très bien. C'est des gens qui ont vraiment bien. Ouais. Telephone Zoo peut-être bien aussi, j'ai bien aimé moi. Oui, très bien conçu. Même celle de Toilette, tout ça. C'est des boîtes que je trouve intéressantes parce que tu sens que c'est des rôlistes qui font ça, tout en étant des businessmen. Donc ils réfléchissent à qu'est-ce qu'il faut mettre dedans, mais ils réfléchissent aussi à leur utilisation. Et on voit quand même que dans la boîte d'Alien, le scénario, il est quand même, c'est pas un scénario d'initiation. Tu peux le genre d'initiation, tu peux démarrer Alien avec ça, mais le niveau de jeu, il est quand même hyper intéressant. C'est-à-dire qu'un rôliste expérimenté, il a vraiment quelque chose à se mettre sous la dent. Et c'est ce que tu retrouves dans la boîte de Blade Runner. Le scénario, il touche directement les sujets de la transhumanité, de l'humanité tout court, des réplicants, etc. C'est une mise en place déjà. Mais ça te permet aussi, c'est-à-dire que c'est conçu quand même pour que ça soit un point d'entrée. Et c'est pas un point d'entrée simplifié, c'est un point d'entrée qui directement te permet de prendre le jeu en main. Donc moi je trouve ça génial. Enfin cette boîte je la trouve super. Là on a terminé le deuxième supplément, Fury Angel. Donc là on va passer en mise en page là dans quelques temps. Et on est déjà début novembre, donc lui, je pense que le temps que ça parte en impression en Chine, ça sortira pas avant l'été prochain, parce qu'il y a tout le mois de février en fait qui casse toute la chaîne de prod. Donc on l'enverra, il sera certainement imprimé en mars, avril, mai, livré tout début de l'été. Mais bon, voilà. En même temps, il y a pas grand. Après, on est à jour. Ils ont rien sorti d'autre. Je crois qu'ils ont annoncé un autre supplément répliquant, mais qui est juste annoncé. Il est ni disponible à la traduction, ni sorti encore en anglais. Donc, mais Free League, on sait, hein, c'est un rythme. Tu vois, Alien, c'est un supplément par an. One Ring, c'est un supplément par an. Bah voilà, on n'est pas sur des mecs qui. Pour vous, c'est bien parce que ça vous permet de. Exactement. Et je trouve ça intéressant. Puis même les rôlistes, on n'est plus à l'époque de White Wolf où t'achètes un supplément par mois. En fait, sur les réseaux, tu vas avoir des gens qui réclament, mais l'immense majorité des joueurs, ça leur va très bien. Un supplément par an, de toute manière, comme tu vas faire dans l'année. En moyenne, si on est très honnête, un rôliste normal, pas un gros rôliste, mais il va faire 6-10 parties dans l'année. 6-10 parties. Le Chariot des Dieux, déjà, il fait 6 à 8 parties, si tu le joues sérieusement. Donc, en fait, ta boîte d'Alien, elle dure déjà un an, quasiment. Parce qu'il y a toujours, je dis 6-10 parties, il y a toujours une où ton pote sera pas là, parce qu'il ne pouvait pas venir finalement, donc ça va décaler la partie d'après. Donc, il faut pas rentrer dans cette fringale de sortie, mais moi, je trouve que c'est un bon rythme. Puis, si ça marchait pas, ils auraient accéléré depuis longtemps sur les autres gammes. Hein. Donc, ils arrivent à installer ce rythme, et leurs fans, visiblement, en suivent. Donc, le jour où ils arriveront peut-être d'arrêter de faire les fonds noirs avec des fonds toutes petites, parce que pour les gens qui ont des yeux comme moi, c'est dur. Dans le lit, c'est dur. C'est vrai que. Mais c'est quoi cette manie? C'est dingue, tous leurs bouquins. Mais ils ont une super vue, les Suédois, en fait, c'est ça le problème. Ah, peut-être. C'est pour ça, en fait. C'est à cause de la luminosité. Ben, voilà. Ils sont habitués à vivre dans le noir, donc en fait, ils lisent depuis tout petit, comme les nains, et ils lisent hyper bien les petits. Justement, on parlait d'un truc vraiment qui peut toucher énormément, Blade Runner, tout le monde connaît plus ou moins. Twilight, c'est un pari quand même, parce que Twilight, c'est quand même un petit peu plus. Je vois la boîte, elle est hyper luxueuse, elle a une tonne de matos à l'intérieur. Elle est remplie de matériel. Tu lances un produit, vraiment, qui est quand même vachement de niche, enfin. Oui. Alors, oui, c'était un pari. Bon, il était prêt au moment de l'invasion en Ukraine, donc là, évidemment, on l'a pas sorti tout de suite parce qu'on s'est dit que ça sert à rien que les gens regardent aux actualités. Ça aurait pu donner plein d'inspiration, mais bon, c'est un peu glauque quand ce que tu vois à l'écran, c'est ce que tu peux jouer dans le jeu. Je pense que les gens, ils ont besoin d'un petit peu de distance. Là, ça faisait 2 ans, donc il fallait qu'on le sorte. Pour être très honnête, on n'a pas fait un gros tirage parce que je sais que c'est un jeu qui va être difficile. Moi, c'est un jeu que je trouve hyper intéressant. C'est la première fois, c'est pareil, qu'il y a une thématique de jeu comme ça. Moi, j'aime bien proposer des jeux avec des thématiques. Tu vois, tel, c'était pareil, la première fois que tu jouais dans cet état d'esprit des adolescents. J'aime bien proposer des jeux, au moins comme ça, quand tu regardes notre catalogue, tu dis ça c'est original, ça j'avais jamais vu ça. Et Twilight, on peut pas dire le contraire, c'est un des rares jeux au monde qui te propose de jouer une unité militaire opérationnelle, abandonnée par son. Et comment que tu fais pour survivre Et puis j'aime bien ce côté scrolling que tu as sur les cartes. Enfin, il y a un côté. Puis bon, il y a des petits pions, moi, ça me rappelle un peu quand j'étais gamin. Quand tu jouais à Advanced Space Squad, voilà. Il y a un petit côté jeu de stratégie historique. Il y a un côté tactique wargamer. Bien sûr, que tu n'es pas obligé d'utiliser, mais effectivement, quand tu commences à faire des opérations et que tu peux avoir de la menace, c'est un bon outil. Ça servait à rien de. Sinon, ça aurait été 60 pages de bouquins de règles, d'explications supplémentaires. Donc à un moment, tu passes au pion, et c'est ce que font les wargamers. Et en fait, tout est dessus, tu économises la moitié des informations. Donc je trouve que c'est un jeu qui est assez intéressant parce que c'est aussi une proposition. Au final, ça reste du post-apo.
De la survie en post-apo, qu'est-ce que tu fais, sauf que ça te pose des questions, cette fois vraiment tangibles. Qu'est-ce que tu fais quand tu arrives dans un village et qu'il reste plus que quelques habitants? Est-ce que tu traverses, tu leur donnes à manger, est-ce que tu les aides? Ça te met dans des choix qu'on a par nous développés dans Métro 2033, tu vois, c'est questions vraiment d'humanité. Et voilà, sauf que c'est l'un des premiers jeux qui affirme clairement, enfin tu vois la boîte, voilà. Tu ouvres la boîte, ça fait... Ouais, bah oui, mais en même temps il y a plein de maps, il y a plein de punchboards, il y a les livrets, puis c'est pas des petits livrets, c'est les livrets Free League, donc c'est pas 32 pages pour apprendre les règles. Mais voilà, moi je pense qu'il y a un public plus petit évidemment que la fantasy générale, et que si les gens aiment ce genre de jeu, pour le coup, là ils ont tout ce qu'ils veulent. Cette boîte leur donne vraiment tout ce qu'ils auraient pu espérer avoir pour un jeu de simulation, de survie, militariste, post-apo, en what if historique, parce que voilà. Mais je trouve que c'est vraiment une chronique. Voilà, exactement. Je trouve que c'est un jeu qui livre bien ce qu'ils ont fait. Donc voilà, on attend. Moi, pour l'instant, j'attends de voir parce qu'il est sorti assez tardivement en septembre. Donc en fin d'année, j'aurai une tendance pour savoir si vraiment on a réussi à le poser un petit peu, parce qu'il va pas s'installer. Tu vois, c'est pas une game qui va se vendre comme Vampire sur 5 ans, mais voilà, si on trouve un petit public et que les gens se disent en magasin, moi, il y en a un qui fait ça. Il y a forcément des gens qui vont se dire, bah, moi, ça fait longtemps que j'attendais une proposition comme ça. Bon, moi, je l'ai maintenant, je l'ai, elle est bien. Et puis, c'est du Free League, donc elle est bien faite. Ça, au moins, on le sait. Ouais. Pour revenir aux licences, pas avant. Walking Dead, on est où, alors? Walking Dead, c'est en impression. La boîte, le livre, l'édition collector, l'écran, c'est pas en édition, c'est sur le bateau. D'accord. C'est sur le bateau qui arrive mi-décembre, donc on devrait livrer les backers en janvier. D'accord. Tu m'avais demandé tout à l'heure une autre licence et je t'avais dit que ça arrivait aussi en fin d'année. Mais je crois que Blade Runner... C'est le livre de Blade Runner? Ah non, lui, on le fait en Europe, c'est pour ça. Je me dis, ils arrivent à peu près en simultané, mais il y en a un qui est déjà parti de Chine. Et on a pris, alors ça, c'est de toute manière, on réfléchit beaucoup à de solutions, mais le canal de Suez s'est refermé. Donc, cette fois, c'est pas la faute des Houthis, cette fois, c'est parce qu'il y a Israël qui a décidé de balancer des missiles dans tous les sens aussi. Donc, là, on a reçu, je crois, 2 semaines, notre logicien qui nous dit, bah, le bateau, il est déjà en route. Mais il va faire comme ça, encore une fois. Bah, c'est ce qui nous est arrivé en février encore. Donc c'est... Soit il faut qu'on annonce plus rien et qu'on imprime discrètement, et comme ça si le bateau il a 6 mois de retard, tant pis. Mais... Quand t'es la route du Nord. Je sais pas. Non mais tu sais, j'ai même posé la question à mon logicien, est-ce que ça vaut pas le coup qu'on passe par le canal de Panama, quoi? Tu pars de Chine et tu traverses dans l'autre sens, mais bon, c'est plus long. Enfin, les circuits sont plus restreints et puis c'est pas les mêmes bateaux. Le canal de Panama est le plus restreint en taille, donc tu rentres pas les mêmes super tankers. Et puis il y a des problèmes parfois aussi là-bas. Il y a des problèmes là-bas. Et puis bon, c'est pas parce que moi je leur demande qu'ils ont. Alors le circuit existe, hein, mais. Sûrement écologique, plus en plus. Ouais, et puis enfin là c'est compliqué. Là, j'avoue qu'en logistique c'est compliqué. Là, par exemple, Blade Runner, effectivement, il aurait dû être fait en Chine parce que il y a un écran. Par exemple, le façonnage du carton est très cher en Europe. Bon, ben on l'a fait en Europe parce qu'il fallait qu'ils viennent. Le nouveau supplément de Fallout Settlers, il est fait. Le Tony. Exactement. Le Payless, c'est le seul endroit où tu peux avoir un prix qui te permet de pas. En fait, c'est juste une question de prix qui te permet de pas avoir d'impact sur le prix public. C'est juste ça. Si on veut pas que les bouquins de jeux de rôle ils passent à 65 €, il faut qu'on imprime là où en fait on peut le faire pour un prix public à 50. C'est juste ça. C'est pas. Je roule pas encore en Testarossa, tu vois, malheureusement. Donc l'idée c'est plutôt de trouver l'endroit où on peut avoir la qualité, c'est plus un problème. Les Chinois font des super produits de qualité. Tu vois les boîtes aliens, on a jamais quelqu'un s'est dit c'est un peu cheap, dis donc. Mais ouais, c'est vraiment une question de coût de revient et la route de la Chine étant compliquée en ce moment, on trouve d'autres alternatives, notamment sur des ouvrages ponctuels. Voilà. Là, on fait Blade Runner, l'écran et Settlers pour Fallout, qui sont faits en Europe, pour qu'on les ait plus vite et qu'ils puissent sortir. Tout ce qui est boîte, ça continuera à être en Chine, on n'a pas le choix. Donc là, effectivement, la boîte de Walking Dead, elle est imprimée là-bas et elle arrivera malheureusement quand elle arrivera, parce qu'une fois que c'est parti, nous, on ne peut que suivre le petit bateau sur le site de tracking de navire, en espérant qu'il arrive un jour. Mais et là, tu dépends de tout, quoi. On est passé mais cet été, il y a eu encore des problèmes de piraterie dans le coin de Singapour. Et comme tous les bateaux qui partent de Chine passent dans les détroits de Singapour, les bateaux là, ils ont commencé à faire un tour. Donc ils passent au-delà de la pas de la Nouvelle-Zélande, mais de l'Indonésie. Donc ça te fait, voilà, c'est des circuits hyper complexes en fait. Dès que, en fait, il y a beaucoup d'entonnoirs. C'est pour ça que les pirates d'ailleurs se mettent dedans. Et on se rend pas compte de l'impact que ça. Mais nous, on est trop petits en fait. On n'a pas. Nous, on annonce, tu t'assois à ton bureau, tu fais. Bon, voilà, 1 mois et demi de retard, super. Tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Donc, et justement, tu parlais d'économie là, et justement faire au plus juste, calcul au plus juste, justement pour que c'est une vraie news ou c'est une fake news histoire de la TVA sur les boîtes? Ah non, c'est pas. En fait, cet été, il y a eu une mise à jour. Enfin, un point de précision du code des impôts qui ont ajouté un petit astérix
Juste pour notre milieu à nous, en précisant que les boîtes de jeux de société et les boîtes de jeux de rôle contenant des pions, des accessoires, etc., devaient être considérées en TVA 20. Et donc, c'est confirmé. Donc maintenant, on se bat pour ça. Ouais. C'est-à-dire nous, on n'est pas d'accord. Bah, Et on n'est pas les seuls, parce que là, on pense aux jeux de rôle, mais on oublie qu'il y a des maisons comme Hachette, Marabout... c'est tout l'univers du jeu, déjà. Tout l'univers du jeu, mais nous, on est tout petits. Quand tu dis à des maisons d'édition que toutes les boîtes qu'ils ont faites dans lesquelles tu mets un livre de cuisine et 60 fiches de cuisine, t'es plus en TVA 500, t'es en TVA 20, les tirages de Hachette sur ce genre de boîte, tu sais, qui te font 300-400 000 exemplaires, et tu lui dis, bah, en fait, tu dois 15% de TVA à l'État, là, ça fait plusieurs centaines de milliers d'euros, quoi. Donc lui, il change de couleur. Donc en fait, il y a une réunion là le 10 octobre au Syndicat national du livre pour discuter de ces questions juridiques. Voilà, donc c'est en cours. C'est en cours. Là, on en fait appel à des avocats spécialisés pour trouver le point d'équilibre entre on est d'accord pour retirer les dés, ce qu'on généralement on essaie de moins en moins de mettre dans les boîtes. Mais vous ne pouvez pas nous dire que le deck de cartes, qui n'est qu'une reprise des tableaux du livre, est un deck de cartes pour jouer à côté. C'est bien un accessoire du livre, et le contenant n'est pas formateur. Une boîte ne fait pas... Mais bon, c'est là où tu vois qu'effectivement, il y a des gens qui cherchent de l'argent en France. Non, bah, sans blague. Voilà. Donc non, c'est pas une blague, et ça touche effectivement beaucoup de produits. Moi, c'est un vrai problème. Si on n'arrive pas à le résoudre, moi j'ai annoncé, je ne me dérange pas de le dire, mais j'ai annoncé qu'on ne changerait pas nos prix jusqu'au 31 décembre. On verra au 1er janvier si on est pieds et poings liés, si mon comptable me dit là, on n'a plus le choix. Mais ça veut dire réétiqueter toutes les boîtes et changer tous leurs prix, quoi. C'est-à-dire que la moindre boîte va prendre entre 5 et 10 balles en prix public. Et nous, ça va nous coûter une fortune. Parce que quand t'appelles Asmodée pour dire mon stock là, de 40 000 écrans, boîtes, faut tout réétiqueter. Bah, ça va nous coûter des dizaines de milliers d'euros pour payer des gens pour le faire. Les magasins qui ont déjà acheté des boîtes chez Asmodée, c'est à eux de le faire. Mais c'est surtout qu'ils les ont payés avec une TVA 5,5 et pas une TVA 15, donc enfin une pas TVA 20. Eux, ils vont perdre 15 points de marge direct. Enfin, il y a toute une chaîne en fait qui est derrière, qui va être impactée par ça. Et puis il y aura toujours des stockeurs saligots sur Internet qui vont dire ça y est, la boîte de Fallout elle est en TVA 20, bah je la mets à 10 balles. Parce que j'ai le droit de déstocker comme je veux. Donc voilà, et tu sais que si tu mets une boîte de Fallout à 10 balles, tu vas à l'encontre même de l'esprit de la loi, de la protection sur le livre et de la propriété intellectuelle. Fallout est un univers créé, et donc tu peux pas le déstocker comme un Monopoly. Donc ça c'est fait. Bien sûr, bien sûr. Donc non, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème que nous essayons de. Mais voilà, on va se battre avec nos petits points. Donc, moi, je suis pas du tout d'accord. Donc, en tout cas, je ferai ce que j'ai à faire. Mais voilà, on va laisser le Syndicat national du livre travailler avec nous. Et puis, j'espère avoir une réponse positive. D'ici pas trop longtemps, bon après c'est l'État, on verra, mais oui, on n'est pas d'accord avec cette décision. Mais c'est pas du tout une rumeur. Normalement, techniquement, officiellement, tous les écrans, tous les 7, bon les 7 2D c'était déjà le cas, mais tous les écrans, toutes les boîtes d'initiation, toutes les boîtes de jeux doivent être en TVA 20. Et donc vu que nous les prix sont déjà fixés, c'est le client final qui devrait payer 15% de plus sur toutes les boîtes. Bravo. Voilà. Bah, c'est comme ça que tu crées, tu vois, voilà, hein, c'est comme ça que tu crées de l'inflation débile dans un milieu qui est tout petit, ou dans un microcosme des personnes qui arrivent à en vivre, et là on va leur dire, bah, on va vous claquer 15 points de plus, ou alors tu absorbes tout en tant qu'éditeur, c'est-à-dire que tu changes pas le prix de vente, mais c'est toi qui perds 15% de marge sur toutes les boîtes que tu vends. Voilà. Comme on n'est pas à 15% de rentabilité sur tous nos produits, il y a des produits sur la boîte d'Avatar, on l'a mis volontairement très peu cher, à 27 euros. Il y a un set 2D dedans. Donc là, effectivement, techniquement, aux yeux de la loi, je comprends que tu puisses dire, il y a un set 2D, le D, c'est de la TVA 20, vous auriez dû... À l'époque, traditionnellement, tu splittais ta TVA entre l'élément TVA 20 et ce qui aurait dû être du livre. Donc, on faisait une déclaration, nous, TVA 20, TVA 5,5. Et là, l'État a dit, non, à partir du moment où il y a un produit TVA 20, toute la boîte est en 20. Je gagne 10% de rentabilité sur la boîte. Si je paye 15% de TVA, bah en fait, je perds, moi, 5% du prix public du livre à chaque boîte vendue. Je ne vais pas arrêter de les vendre, on va les brûler dehors. Bah, donc, tu vois, c'est bon, voilà. Mais non, c'est pas une rumeur. C'était la bonne nouvelle de... J'ai appris ça il y a une semaine à peu près. Ah bah moi, je l'ai appris la même semaine que Broken Compass. Et j'ai passé une fin de semaine qui était géniale. Tu vois, le vendredi, je les avais là, en train d'essayer de courir derrière cette histoire de TVA 20. Mon comptable qui me dit, ah non, c'est pas une modification de la loi, c'est une précision, ça sous-entend que ça a toujours été le cas. Donc ça veut dire qu'en plus, tu te réalises qu'il y a une rétroactivité. Ça veut dire qu'en techniquement, toutes les boîtes de 5,5 depuis ces 3 ans à contrôle fiscal maximum, le mec pourrait me dire sur 3 ans, toutes vos boîtes, maintenant je les veux en 20. Presque, il pourrait te dire, arrêtez de me faire chier, sinon je remonte encore plus loin. Quoi, non, il peut pas dépasser 3 ans. Mais s'il le fait, il remonte à 3 ans. Voilà, et ça tuerait la société du jour au lendemain.
Parce que là, 15% de TVA à réclamer sur tous les produits vendus, plus les pénalités d'arriérés, nanana, le mec il va réclamer des centaines de milliers d'euros, tu fais bon bah la clé sous la porte, merci, au revoir. Eh bien. Bon, on va parler de choses plus Bon, voilà, exactement. Exactement. Parler de Shiver. Change de thématique, tu vois. Shiver, là. Bon, là, c'est actuellement... Il y a des démonstrations, je crois que tu fais ici. Exactement. Ouais, il y a des démonstrations. Exactement. C'est ta prochaine campagne de financement. C'est le prochain projet qu'on lance pour Halloween. Voilà, justement, c'est des jeux d'horreur Halloween. C'est ça, le samedi mois. Donc, c'est quoi Shiver? Alors, Shiver est un jeu, c'est un jeu d'horreur pour l'instant, créé par deux frères anglais. C'est un jeu qui a beaucoup de succès en Angleterre. Il a eu des récompenses au UK Game Expo, par exemple, sur sa mécanique et sur l'originalité. Et c'est donc deux frères et un de leurs amis à Nottingham qui a ce dessin un peu à la Mignola, on va dire, cette petite touche. Donc c'est une petite équipe de 3 qui font ça. Et leur idée à eux, qui sont fans d'horreur, c'était de trouver une mécanique et un jeu qui leur permettait de faire tous les genres d'horreur que eux aimaient. Et ils ont donc sorti Shiver, qui est cette proposition d'avoir, on va dire, un peu comme Broken Compass. Bon, Broken Compass, c'est par livre. Eux, c'est vraiment une conception d'une mécanique de l'horreur, on va dire, qui te permet de motoriser du slasher, du campus universitaire, du profond, on va dire. Bon, il y a des créatures tout l'ouest, mais non nommées. Il y en a déjà assez, mais tu as même un xénomorphe qui est appelé genre créature extraterrestre. Tu vois la tête, tu fais OK, tu peux faire du alien. Voilà, l'idée, c'était de pouvoir motoriser ce que tu as envie de faire. Pareil, dans une mécanique que moi j'aime beaucoup, dans une mécanique de soirée-jeu. Tu vois, et c'est typiquement, moi, la première partie que j'ai fait jouer, c'était ça, hein, la cheerleader, le capitaine. Donc c'est série B, quoi. B-movie, quoi. Exactement, voilà. Et, ah oui, en plus, complètement assumé. Et il y avait quoi? On avait la geek, le nerd, la capitaine de l'équipe de foot, la cheerleader, et le concierge de l'école. Et des boules tueurs dans le tas. Et ils sont bloqués dans le campus et ça marchait tellement bien. Enfin, 5 joueurs, course-poursuite, le tueur, une mécanique de jeu qui était très fun. Et puis tu n'as pas envie de t'attacher au personnage en fait. Tu vois, c'est pas un jeu que tu vas faire en campagne, donc c'est pas grave. En fait, quand il y en a un qui meurt, ça rajoute justement au drama du scénario. Donc c'est très très rigolo comme système. Et là, on va le proposer en 2 versions. La version de base, le jeu d'origine, Shiver, et sa version Shiver gothique. Donc qui là permet de faire de l'horreur, mais plutôt peau. Tu vois, voilà, une autre temporalité. Shiver, c'est vraiment de l'horreur moderne. Son objectif, c'est de te dire, tu fais du film actuel, enfin des requins, je crois aussi. Et là, tu as une version gothique qui te permet de revenir plutôt, on va dire, voilà, 19e siècle, pour avoir une horreur plutôt Frankenstein, tu vois, Dracula, voilà, des garous, des fantômes, des créatures comme ça. Et eux, ils ont continué derrière. Ils ont fait une boîte qui s'appelait Slashers, une boîte qui s'appelle... J'ai oublié le nom, mais en gros, t'as un dinosaure dessus à la Jurassic Park. Donc tu vois, c'est plus dans l'esprit série vraiment B à la déconne, la Shaun of the Dead, ou plus dans The Faculty, par exemple, tu vois? Alors, l'avantage, en fait, c'est que c'est qu'une mécanique. Après, c'est à toi de voir si tu veux faire du Scooby-Doo, ce que tu peux parfaitement faire, ou si tu as évidemment de te le faire, genre, l'expérience interdite. Voilà. C'est toi qui mets le curseur où tu veux. Eux, ils ont vraiment choisi. C'est pour ça, par exemple, qu'ils ont ce choix de dessin. Le dessin Mignola, tu peux le prendre comme un dessin très dark. Ou comme un dessin, justement, cartoon. Parce que les personnages n'ont pas ces proportions. Et donc, en fait, même à l'œil, si tu prends ce livre et que tu cherches du fun, le dessin va soutenir la narration. Il est plutôt noir parce que c'est un jeu d'horreur, mais ça reste du dessin, on va dire, comics. Et si tu veux un jeu hyper sérieux, en fait, tu vas avoir cette influence des teintes noires de Mignola. Qui, lui, est un comics assez sérieux, même si on sait bien que le Hellboy, par exemple, est un personnage éminemment drôle. Mais le fond du comics a un sujet, enfin, tu vois, la trame de fond, un sujet plutôt grave. Exactement. Donc moi c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Tu peux le jouer comme tu veux. Moi je sais que l'horreur, je préfère la jouer plutôt en spoof, pas en scary movie, mais je préfère la jouer plutôt le Scooby-Doo Gang ou la faire soirée à la fac ou le faire sur un bateau. Enfin voilà, faire un huis clos exprès en disant on va essayer de motoriser et puis tu le joues un peu en huis clos dans cet esprit un peu alien quoi. Tu fonces, tu coupes et les 3 derniers survivants qui arrivent ou pas à s'en sortir. On va laisser peser, tout le monde est content, on a su passer une super soirée. Ça me plaît beaucoup. Après, tu peux aussi l'envisager de le faire en plus longue session, mais c'est pas l'intention du jeu. Clairement, c'est vraiment un jeu pour jouer 2-3. Il y a des one-shots parce que quand tout le monde meurt, au bout d'un moment, la session s'arrête. Donc ça, c'est le mérite d'être. C'est des one-shots, ils font des épisodes de Exactement. C'est une histoire différente à chaque fois. Exactement. Mais tu peux le jouer à la Buffy, par exemple. Tu peux monter une équipe et avoir un affrontement avec différentes créatures. Dans Buffy, il n'y a pas de drama parce que tu sais qu'ils doivent tous survivre. Donc, ah mon Dieu, un vampire ultra puissant. Oui, ça va. Il y a 2 épisodes ce soir dans la trilogie du samedi, donc je sais très bien qu'il y en a un derrière, donc t'es pas mort. Donc bon, mais tu peux le jouer comme ça. Tu peux le jouer effectivement avec une succession de créatures qui viennent évidemment dans ton patelin. Tu peux le jouer avec des unités qui vont s'occuper un peu à la Hunter. Franchement,
ils ont laissé toutes les portes ouvertes en fait. Vraiment, ils te proposent une mécanique. T'as plein on va dire, de localisation, on va dire, la fac, le machin qui te sont fournis. Et après, t'as tout un catalogue de monstres et de créatures en disant, prenez-le, réfléchissez pas, faites-le à l'instinct, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit, vous voulez le faire, la voiture tombe en panne, il y a une station-service, vous rentrez dedans, les gens, ils ont les yeux qui se touchent un peu, ça va finir en film d'horreur. Banco, et où tu veux le faire, voilà, tu vois, c'est ça ça me plaît beaucoup. Moi, je te dis, j'ai moins le temps de jouer, donc j'avoue, plus un jeu a une proposition qui me plaît et qui permet comme de le motoriser de manière courte, je me sais que je finirai. Cette partie, je peux la finir, en fait, tu vois, je suis pas en train de me dire, je pars sur une longue campagne, je sais que je la finirai jamais, ça me saoule parce que j'aimerais bien avoir la fin. Bon, là, au moins, t'es dedans directement. Donc voilà, ça, c'est la proposition de Shiver, donc je suis content de pouvoir le proposer en France. On me disait tout à l'heure sur le stand, on est quand même connu pour nos jeux d'horreur, tu vois, entre vampires, cultes et tout ça. Je trouve que celui-là, il boucle un peu la boucle parce qu'il te permet de faire tout ce que tu veux. Donc ça me plaît beaucoup. Voilà, le jeu modulable me plaît beaucoup. Tu verras, à la fin, les gens pourront voir, mais il y a tous les archétypes qui sont proposés, le fantôme, le vampire, le garou. Dès que tu vois ça, tu te dis, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et c'est vraiment pour dire aux gens, en gros, chaque monstre va avoir sa règle qui le motorise. Donc, en fait, tu viens juste greffer tes personnages, la localisation et une créature que tu leur jettes dans les pattes ou plusieurs. Mais voilà, faut vraiment le prendre comme un épisode de série B. La soirée, tu vas t'éclater avec tes potes. C'est pas grave de mourir, tu vois. Enfin, c'est pas grave. Dans la vie, c'est plutôt grave. Mais dans la partie, c'est pas grave si tu meurs. C'est pas une campagne où tu viens de perdre 19 sessions de jeu, tu vois, sur un personnage que t'as monté. Tu fais, bah merde. Donc, voilà, ça me plaît beaucoup. D'accord. Et là, tu proposes quoi, en fait, dans la campagne qui va... Les deux livres de base, enfin, eux, ils les avaient sortis séparément. Nous, on propose Shiver et Shiver Gothic, pour que les gens puissent choisir leur univers, ou les deux à la fois, parce que on va dire, Shiver Gothic reprend une partie des règles de base, mais il va plus loin dans ses propositions gothiques, donc ça oriente un peu ton jeu. Moi, ça me parle moins, par exemple, tu vois, le côté gothique. J'adore cette ambiance-là, mais pas pour faire du one-shot. Je préférais, là, pour le coup, utiliser le setting moderne. Moi, le campus universitaire, je trouve que ça marche tellement bien. Donc voilà, on proposera ça, on laisse aux gens choisir. Il y a un all-in pour ceux qui veulent pas réfléchir. Et après, sinon, il y aura les bouquins qui sont proposés à part, et comme ça, tu peux te dire, je prends juste le bouquin de base, je juste prends l'écran, le set 2D, éventuellement ce que j'ai envie. Il y a chacun des deux ouvrages aura un supplément avec un recueil de scénarios, justement, qui sont un peu comme celui de Star Trek, c'est-à-dire tu as 6 propositions de scénarios qui couvrent 6 thématiques, en gros, proposées par le jeu. C'est un truc que j'aimais bien. Toi, je sais que t'aimes bien Star Trek, donc je sais pas si t'avais vu Those Are the Voyages, c'est comment il s'appelait? Nos voyages. J'ai le titre en anglais en tête. Mais c'était le premier scénario où dans les 6, t'avais le first encounter, tu vois, le premier contact, qui se révèle être un double premier contact, mais t'avais la course-poursuite. Tu vois, il s'était dit, OK, dans Star Trek, vous allez faire ça, ça et ça. Et donc, on vous propose 6 scénarios avec les 6 propositions, et tu te dis, OK, une fois que t'as couvert ça, en gros, voilà ce que va être une série de Star Trek. Et là, ils font pareil. Dans Shiver, voilà les 6 scénarios qui vous proposeront d'explorer les différentes manières de jouer. Et donc, chaque bouquin aura son supplément qui va avec pour pouvoir le motoriser. Chacun a son écran, si je m'abuse. Peut-être pas. Gothic a peut-être pas d'écran. Je crois que c'est l'écran générique parce que c'est jeu de table. Et t'as un set 2D spécifique parce que pour le coup, c'est des dés spéciaux. Ce sont des dés spéciaux. Mais c'est pas juste un système de face avec un résultat. C'est un truc que j'aime bien, c'est que tu peux moduler. Si tu rates, tu peux réussir avec une autre face et donc modifier ton action. Ça, je trouve que c'est une mécanique qui est pas idiote. Je suis pas très fan des dés de symboles d'habitude, mais celui-là, je l'ai trouvé pas inintéressant. Le problème du dé symbole, c'est le problème de mémorisation. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal, par exemple, bien sûr. Les jeux Edge, parce qu'ils ont du mal à se rappeler. Ils ont pas là, ce qui est facile, c'est que tu as le symbole avec la valeur et le nom de la carac, et tu te dis, je veux le faire sous la force, tu rolls, tu échoues sous la force, mais tu as suffisamment de face en dextérité, tu peux dire, d'accord, ok, Et donc, en fait, au lieu de défoncer la porte, je m'aperçois en mettant un grand coup d'épaule que le loquet, il bouge. Bah, je commence à le tripoter, ok, la porte s'ouvre. Alors, généralement, ça se fait avec un désavantage dans ce cas-là, mais ça ne nuira pas à la narration. De manière, quand t'es poursuivi par un tueur en série, t'aimerais bien éviter de te retrouver, je me suis fait tuer juste parce que je suis teubé et que j'ai rebondi sur la porte. Donc c'est bien, tu vois, c'est le moment où je vais forcer, les clés tombent. Oh non, je me penche. Et là, évidemment, le tueur qui marche, il est comme tout. Mais c'est bien. Moi, je trouve qu'en lisibilité, tu vas rater, ce qui m'arrive souvent, mais tu vas te dire, je l'ai fait sous l'intelligence, donc peut-être que, est-ce qu'en gros, je viens d'avoir cette idée-là, et le MJ peut dire, ok. Avec un défaut, donc avec un avantage soit pour le MJ, soit pour le... Voilà. Et je trouve que ça permet de pas arrêter l'action, qui est souvent le cas... voilà, enfin le crochetage de donge, raté. Et quelqu'un d'autre a crochetage? Non. Bon j'en fais un repos long et puis je vais retenter un crochetage. Voilà. Et c'est quelque chose que moi j'aime pas dans les jeux parce que c'est terrible dans la narration, surtout pour les jeunes joueurs. Tu lui dis t'as raté le crochetage, il lui dit je recommence. Ah non, excuse-moi, tu peux pas avant de faire un repos long.
Bah, je vais défoncer la porte. Mais en fait, c'est un peu ça. Je rate mon crochetage, bah, je vais le faire avec de la force pure. Ouais. Donc, Un peu de temps, mais bon, sauf que là, c'est dangereux. Ouais, Tu te dis, je vais tenter de crocheter. Ah, j'ai raté sous le crochetage, je l'ai fait sous la force. Bah, c'est ça, en fait. T'es en train de crocheter, puis tu vois qu'elle est branlante, tu fais un petit coup d'épaule, et la porte s'ouvre, et tu te dis. Donc, ça, j'aime bien. Parce qu'en fait, voilà, c'est de la lisibilité immédiate, en fait. Donc, c'est pas hyper compliqué en gymnastique, parce que tu cherches pas des combinaisons. Donc, mais voilà. Ça, c'est Shiver. Ouais, d'accord, ok. Et en plus, on a fait un partenariat avec notre ami de Maxime, là, de Globtopus, qui va avoir des premières sessions. Donc, les gens pourront voir une partie filmée, justement, un peu faculté. Donc, ça, moi, je suis très content parce que c'est un beau résultat. Et voilà. Puis, on aime bien bosser avec Maxime et son équipe qui aime bien, voilà, qui aime bien l'horreur. Ouais, on va aborder le avant-dernier sujet, Discworld. Alors, Discworld, je ne m'y attendais pas du tout. Franchement, parce que c'est vrai que ça fait appel peut-être à ma génération. Quand je parle de Discord, je pense Discord, je parle de ma génération, tu vois. Ah bah quand il sortait chez La Talente, justement. Ouais, tout ça. Et franchement, je savais pas que ça pouvait avoir relancer Discord dans le jeu de rôle, etc., avec un public plus jeune. Comment ça s'est passé? C'est comment la genèse de ce truc? Alors, j'ai pas encore, pour l'instant, tout creusé, parce qu'on a, pour être très honnête, on avait reçu une première proposition de collaboration Point Diffuse qui était vraiment compliquée à comprendre. Et je n'ai pu les avoir au téléphone que ce lundi. Mais c'est acté ou pas? C'est acté. D'accord. On n'a pas encore signé le contrat, mais je lui ai dit, si tu me promets que, moi, demain, je fais l'annonce. Il m'a dit, moi, c'est pareil. Ils l'ont annoncé sur leur page, donc c'est fait. Mais on s'est mis d'accord que lundi, je crois, à 16 ou 17 heures. Et eux, ils lançaient la campagne le lendemain à 13 heures. Donc, on a été très rapide, mais moi, je voulais pas bouger de position. Pour être très honnête, la proposition de base était complètement inintéressante pour nous. C'était pas une collaboration. En gros, c'est eux qui éditaient le jeu en français. Et une fois qu'il aurait livré, il nous donnait ce qui allait dans le retail. C'est-à-dire, on se retrouvait avec un bouquin en format digest et une boîte. Et tous les Français qui nous auraient dit, mais moi, je veux le bouquin de la campagne de financement. Je dis, bah ouais, mais on l'a pas. Je dis, mais c'est pas, enfin, ça va pas marcher. Enfin, on peut pas proposer ça sur le marché français. Donc, et puis en plus, il fallait quand même qu'on leur fournisse la trad en français. Et on avait des délais très très courts. Et moi, je leur ai dit, c'est pas possible. On peut pas faire du disque monde vite. Il va falloir prendre du temps sur la traduction, parce que c'est quand même un texte littéraire, pour le coup très littéraire. Il y a beaucoup de termes qu'il va falloir réfléchir, travailler. Il faut nous qu'on ait le temps de contacter La Talente et qu'on voit idéalement avec Monsieur Coudon, le traducteur officiel, dans quelle mesure on peut réutiliser ces termes, parce que en France c'est protégé. Hein, donc, alors peut-être pas le terme disque monde, parce que ça serait discutable, Discworld, disque monde, je pense que c'est compliqué à protéger. Mais tous les noms qu'il aura inventés pour leur donner un peu de saveur, c'est les siens. Donc on avait le même cas à l'époque. Là, vieux con, mais quand je bossais sur Le Seigneur des Anneaux au studio de Games Workshop, je me souviens avoir levé la main, tu vois, comme un élève sage, en disant, mais je peux mettre Bilbon Saquet? Oui. Mais Saquet, ça appartient au traducteur du Seigneur des Anneaux. Vous êtes sûr que juste parce qu'on fait le jeu de filles, on peut mettre Bilbon Saquet? Et quelques mois plus tard, on reçoit une notice d'Angleterre qui fait on a oublié d'acheter les droits mondiaux, donc tout repasse en anglais. Donc en fait, on a dû reprendre tout le jeu, et quelle que soit la langue dans le monde, il s'appelle Bilbo Baggins. Et alors qu'en plus, tous les pays l'ont localisé. En Allemagne, il a un autre nom. Enfin, donc là, j'ai envie de faire un truc bien. Si on fait le disque monde, il faut que ça soit fait. En 2025, tu penses que ça vaut le coup? Moi, je pense que alors déjà, c'est un vrai univers. C'est pas juste une adaptation, tu vois, d'un roman qui est cool. Il y a un monde. Et puis il y a un monde avec, genre, je dirais 20 ou 30 romans, quoi. Donc t'as un vrai monde. Donc déjà, ne serait-ce que pour l'amateur de fantastique, c'est un univers dans lequel tu peux jouer. Pour toi, il n'est pas trop daté. Par l'humour qu'il y a à l'intérieur, par la façon d'aborder la science-fiction et la fantasy. Alors, c'est pas un jeu de recrutement. C'est pas avec ça que tu vas commencer le jeu de rôle, parce qu'effectivement, à moins de connaître Terry Pratchett et en ayant 18 ans, tu vas pas commencer par là. Donc c'est un jeu pour tous les vieux réalistes qui disent tout le temps qu'on fait des jeux pour les jeunes. Là, au moins, ils auront un jeu pour leur génération. C'est pour ça qu'on veut le faire bien. C'est pour ça qu'au début, je voulais pas signer ce deal tout pourri. Et finalement, lundi, on a réussi à se mettre d'accord que nous, on puisse faire une précommande pour proposer exactement les mêmes produits que la campagne anglaise. Donc moi, je leur ai dit, écoutez, je proposerai, il y aura pas de palier. Il y aura une précommande avec exactement ce qui a été débloqué par les Anglais et pas un changement de plus. Alors on proposera exactement les mêmes produits pour que les Français aient accès exactement même à tout ce qui aura été fait par les. Donc plus la campagne anglaise monte, plus les Français auront accès à des trucs cool. Donc ça c'est bien. Et mais il y aura pas de créa, il y aura rien. C'est trop compliqué. Là on pourra pas proposer à Modifuse de proposer. Donc on proposera exactement ça. Et moi, je pense, je le sentais de toute manière bien en voyant la campagne anglaise, que il y a une grosse fanbase de Pratchett. Pratchett, c'est pas et en France aussi. Si tu regardes, par exemple, tout le monde parlait il y a quelques mois de ce roman de Sanderson. C'est la campagne qui a fait des chiffres stratosphériques.
Sanderson, il y a 3 éditeurs et aucune de ces gammes n'a été jusqu'au bout quasiment. Je ne m'abuse. Peut-être une qui a été terminée, peut-être par Barrage Lounge, j'ai l'impression. Mais il y a 3 éditeurs qui ont tenté et qui n'ont jamais été au bout. Par Hachette, il y a plus de 30 romans qui sont sortis et ça n'a jamais été discontinué. Ça a été repris par Pocket qui continue à en vendre tous les ans. Donc ça veut dire que c'est un univers actif et c'est un univers qui continue à plaire. D'accord. Donc je suis moins inquiet là-dessus. Autant tu vois, parce qu'on m'a demandé 10 fois, tu vas faire Sanderson, il a fait 15 millions de dollars aux États-Unis. Je fais déjà, il n'est pas connu en France. Et en plus c'était un KS avec 3 univers. Tu vois, t'avais 3 core books, 3 extensions, 3 écrans. On peut pas sortir ça en France. Tout va. Là on a un vrai produit. On a un vrai produit et c'est un vrai produit pour les fans. La couverture de l'édition limitée, elle est faite par le dessinateur Kickbee. Qui fait les couvertures depuis 2001 des Terry Pratchett. Enfin, tu peux pas faire un plus beau cadeau aux fans de Terry Pratchett qu'une illustration exclusive, tu vois. Donc voilà, je pense que ça va être un jeu pour les vieux. Avec un tirage raisonnable. Donc, oui, c'est pour ça qu'on fait une préco. De toute manière, en plus, cette édition ne va pas en magasin. Donc là, moi, je vais être très honnête avec les gens. Peut-être qu'on fera une campagne un peu plus longue que d'habitude en disant si vous ratez, il n'y aura pas de deuxième chance. Et là, à l'heure actuelle, Modifuse nous dit ça, c'est en KS. Après, il y aura une version digest, un livre plus petit, moins illustré, version plus poche pour pouvoir jouer avec ses amis, et une boîte d'initiation. Mais il n'y aura pas les produits, le bouquin avec l'édition collector, elle ne sera pas dispo en magasin. Donc là, tu dis aux fans, c'est maintenant ou jamais. Enfin, d'après les informations que j'ai. Donc, mais en tout cas, le retail, ils m'ont dit niet. Donc, voilà, c'est là où tu te dis, bon, c'est un jeu effectivement qui aura une vie plus modérée en magasin, parce qu'une fois que tu auras pris tous les backers, on va pas non plus faire des milliers de ventes, ce qui est justifié pour les magasins. Mais par contre, tous les fans pourront venir et effectivement avoir accès à plein de goodies un peu cool et puis voilà, de rejoindre leur univers qui les berce depuis comme moi. comme nous, hein. C'est sur un peu beaucoup, peut-être pas, mais quel âge 60. Voilà. Moi j'ai 45 quand même cette année, tu vois, c'est beaucoup plus jeune, pas 24 ans non plus quoi. Moi je t'ai connu quand tu avais peut-être t'étais un gamin. Pas faux, c'est pas faux. Mais voilà, donc en tout cas, non, je suis très content de pouvoir bosser parce que ça, c'est pour le coup, c'est pas, tu vois, je te parlais des boîtes multiplateformes, enfin protéiformes comme Shiver, comme voilà, un jeu qui permet de faire du standalone. Là, c'est du fan service. D'accord. C'est du, moi personnellement, je sais pas si j'y jouerais. Mais j'aime Pratchett, je suis content de le faire. Je pense que je prendrais beaucoup de plaisir à le lire. Je pense que je prendrais beaucoup de plaisir à imaginer ce que j'aurais pu faire. Mais j'ai pas le temps de lancer une campagne. Enfin, après, je dis ça c'est sûr que peut-être j'aurai un de mes potes qui va dire moi j'adore, vas-y, c'est bon, on se lance. Et ça donnera l'occasion à une nouvelle génération de connaître un petit peu cet univers qui est vraiment génial. Moi, je me rappelle, mais je jouais même au jeu de rôle à l'époque. Qui était sorti chez qui déjà? Chez GURPS. GURPS, c'est ça. Mais moi, après, j'espère aussi, c'est le peu d'espoir que j'ai. On commence à avoir une maison d'édition qui a un peu de réputation. Et j'espère qu'effectivement, convaincre des gens qui pourraient ne pas connaître par exemple Pratchett, qui pourraient nous connaître par Vampire ou par des jeux plus modernes, peut-être Alien, tu vois, ou d'autres licences, Witcher, tu vois, ou Fallout, par exemple, là, qui nous a fait beaucoup de recrutement, j'imagine, de nouveaux joueurs, pourraient se dire, tiens, ça a l'air cool. Et c'est pour ça, dans la précommande, il faut que je vois avec Modifuse, mais j'aimerais bien faire un partenariat avec La Talente. J'aimerais bien voir s'ils n'ont pas le premier volume, tu sais, dans une édition anniversaire, un truc qu'on pourrait proposer justement, voilà, pour dire aux gens, ce jeu est très bien. Mais c'est un roman si vous le savez pas. Et il faut pas les prendre de haut en disant tout le monde sait que c'est un roman. Tu vois, il y a effectivement comme tu dis, il y a des voilà, il y a des générations. Bah non, il y a des gens qui connaissent pas Pratchett. Faut pas oublier qu'il y a quand même des gens qui disent il y a des romans adaptés du film du Seigneur des Anneaux. Non. Bon, mais c'est vrai. Ils nous ont quand même fait. Ça c'était violent. Je sais pas si tu te souviens. Moi, mais il y avait la couverture de Dracula Du Coppola peut-être. Non, le bouquin. Ah, le bouquin, ouais. Pourquoi j'ai un trou sur l'auteur? Aide-moi, me laisse pas seul. Merde, l'irlandais. Dracula de. Dracula de. Oh la honte qu'on se tape en la. Stoker, Bram Stoker. Bram Stoker. Dracula de Bram Stoker avec un sticker marqué. Merci à la régie. Avec un sticker marqué genre l'adaptation de la comédie musicale de Kamel Wally. Ah non. Mais si. C'était hyper violent. Enfin, tu fais non, mais. Donc voilà. C'est le Coppola. Bah. Même pas. Donc, non, c'est trop vieux. C'est 95, je crois, le film, c'est trop tard. Il y a des gens qui ont 30 ans qui l'ont jamais vu. Bah oui, il est tout jeune, Keanu Reeves. Il n'a pas encore sa barbichette de beau gosse, là. Donc, il faut pas être j'espère que les backers seront gentils pour ceux qui viendront dans cette campagne, qui feront pas, mais moi je connais Pratchett depuis 30 ans. Faut pas les prendre de haut, faut plutôt accueillir justement des gens en disant,
tu connais pas, bah t'es un gros vénard. Parce que moi j'aimerais bien avoir le plaisir de redécouvrir cette œuvre, parce que toi tu les connais, mais tu n'as plus l'innocence de la première lecture. Tu vois, et moi c'est par exemple, là j'ai un ami qui vient de commencer Les Fantômes de Gaunt, qui est une série chère à mon cœur, que j'ai eu l'occasion de faire en français, et je lui disais, mais tu te rends pas compte de la chance que t'as. Parce que plonger dans Les Fantômes de Gaunt, moi j'adorerais revenir dans cette... une des séries les plus réussies, je trouve. Bah, elle est, ouais, oui, c'est la série qui t'humanise le plus, enfin voilà. Mais elle est géniale, mais tu vois, moi je l'ai pensé 19 fois, donc je n'ai plus le plaisir de la redécouvrir. J'ai le plaisir de la relire. Et donc, à chaque fois, je jalouse mes potes qui font « Ah, t'as pas vu ça ?» Genre une série que j'adore, Sharp Object. Je la conseille à Raphaël, là, qui est mon deuxième bras droit. Mais je sais pas si tu connais cette série Sharp Object. Non, ça me dit rien. C'est une série adaptée d'un roman, mais c'est une série très spécifique. C'est une mini-série de 8 épisodes. Mais pour les gens qui ne l'ont pas vu, à chaque fois que j'arrive à leur faire découvrir, je dis t'es tellement un vénard. C'est peut-être dans le top 3 de mes meilleures séries de toute ma vie. Tellement elle m'a marqué. Donc c'est mon Twin Peaks à moi. Tu vois, je suis trop jeune pour avoir connu Twin Peaks, mais celui-là c'est mon Twin Peaks à moi. Et quand je dis à des potes, mais tu l'as pas vu, regarde-le. Et quand il me dit j'ai commencé à regarder, je sais pas ce qui vient de se passer dans ma tête et je jalouse ce sentiment que moi je n'ai plus quand je la revois. Tu vois, voilà. J'espère que les fans de Pratchett accueilleront les nouveaux en leur disant bah excellent, et t'as 30 bouquins et tu vas t'éclater comme nous on s'est éclaté, et partageons cette une fois que t'auras lu plein de bouquins, bah viens on partage notre amour de ce monde à l'envers et le plaisir de partager ça plutôt que de faire Gardien du Temple en disant non les petits jeunes on n'en veut pas, vous connaissez pas Pratchett, tu m'appelleras quand t'auras lu les 24 premiers romans. On va parler jeunes, on va parler jeux vidéo, on va parler Sea of Thieves. Allez, parce que bon j'ai vu, Maillard il m'a dit quand je lui ai dit Sea of Thieves c'est quoi? C'est un jeu vidéo. J'ai dit mais c'est pas un jeu vidéo, on tire avec des bateaux dessus machin, c'est un truc quand même RPG, c'est non il y a un background et tout derrière. Et après, il m'a dit, oui, mais il y a aussi Arcane Asylum, Mathieu, machin, mais qu'est-ce que tu viens faire dans cette histoire, toi? En fait, j'ai pas fait grand chose, hein. C'est le projet de Maillard, c'est son projet je veux pas dire ce qu'il veut pas dire, mais je pense que c'est le projet où lui, il a envie aussi de se mettre à l'édition, tout court. Donc c'est la naissance de la maison d'édition. Campagne, d'ailleurs. Voilà. Et je trouve que déjà, en plus, c'est une très belle campagne, mais je pense que lui, il avait besoin aussi d'avoir ce premier projet. Et c'est très bien. Moi, je vais juste aider. Voilà. Là, les parties contractuelles, économiques, tu ne maîtrisais pas forcément. Donc voilà, tu lui files un coup de main en disant ah, tiens, sur les contrats, fais attention à ci ou ça. Voilà. C'est juste. Et puis voilà, c'est parce qu'on s'adore tous les deux. Donc moi, dès qu'il a une question, il peut m'appeler. Et évidemment, je lui réponds, je l'aide le plus possible. Je suis hyper content que son projet démarre. C'est même plus un démarrage, c'est un décollage. Ouais, franchement, non, c'est très bien que ça. Tu vois, ça, c'est pour le coup ce genre de licence. Nous, c'est un peu ce qu'on a avec Fallout ou avec Witcher. De l'adaptation de jeux vidéo en jeu de rôle, c'est ça qui amène du sang neuf. Parce que quelqu'un qui peut jouer 2 ans sur Sea of Thieves parce qu'il adore au jeu de rôle, peut-être qu'à un moment il va dire bon, c'est bon, le pirate c'est rigolo, mais je peux pas incarner un autre rôle. Et là, il a l'offre pléthorique qu'on a en ce moment en magasin. Et le mec, il peut aller dans l'Antiquité grecque, science-fiction. Enfin, à l'heure actuelle, tu peux jouer tout ce que tu veux en fait dans le jeu de rôle quasiment. Du paléolithique, tu vois. Donc, je trouve ça trop cool. En fait, si on arrive à amener des jeunes, ils vont pouvoir. En plus, bon, moi, c'est mon alpha et oméga. Hein. Je pense qu'on n'a jamais plus besoin du jeu de rôle qu'aujourd'hui, avec la déconnexion des réseaux sociaux, les gens qui savent plus se parler, qui savent plus apprécier d'être aussi autour d'une table, laisser le temps de parole aux autres, tu vois, se concentrer longtemps. Tu vois, les gamins qui ont des temps d'attention de plus en plus courts, bah c'est bien un jeu de rôle. Tu sais, quand tu fais une session de 4 heures, il y a des gamins, tu leur dis non mais 4 heures c'est hyper long, parce qu'à force de passer, tu vois. Donc je trouve c'est bien de réapprendre ça aux gamins. Donc assieds-toi avec tes copains, mets un coca, un petit brossard tu sais au milieu, comme ça que tu voilà. Et mais pas de miettes, et ma maman qui est pas contente. Et joue. Tu fais tester celui Ouais. Ça on fait. Et puis là, j'aimerais bien cette année. J'ai déjà fait pas mal d'interventions dans des écoles, dans région PACA. Et j'aimerais bien bosser de plus en plus. Ça, il faudrait que je vois avec Samy Dugral, mais j'aimerais bien qu'on fasse des initiatives, peut-être qu'on crée nous des packages ouverture de club. D'accord. Ma grande elle est au collège. Bon voilà, je lui ai dit, il y a pas de club. Elle m'a dit, il y a pas de club dans mon collège. Bah, monte un club de jeux de rôle. Ah, mais avec quoi? C'est pas comme si ton père il dit pas des jeux de rôle, donc tu fais des jeux de rôle, je vais te livrer en tu vois. Et de faire des kits comme ça pour que les gamins découvrent, parce que je pense qu'en fait ça, à l'heure actuelle, je pense que c'est carrément thérapeutique, tu vois, pour les gosses de se poser et d'apprendre à rester 3 heures dans une pièce. Tu feras plus des sessions de 8 ou 10 heures. Moi j'en faisais dans les salles de colle de Lille-Grand avec mes potes. Le dimanche matin, rendez-vous 9 heures et on partait à 21 heures, c'était de la folie, mais même déjà 3-4 heures, je pense qu'à l'heure actuelle, pour les gamins, c'est beaucoup. Et c'est très bien qu'ils apprennent. Partager le temps de parole, découvrir du vocabulaire, c'est ce qui m'avait beaucoup parlé quand Ian Livingstone dans Diceman disait, à un moment où il dédicaçait des livres dont on est héros, un gamin qui faisait un commentaire en disant papa c'est quoi un sarcophage?
Et il m'avait dit, pourtant lui il est de Manchester, hein, il m'avait dit bon je voyais bien que c'était un redneck anglais, hein, tu vois, le mec il a une bonne tête d'ouvrier d'usine, licencié 5 ans avant, tu vois, par Thatcher. Et les gens regardera dans l'encyclopédie de grand-mère, je sais pas ce que c'est un sarcophage. Si ce gamin il a cherché dans l'encyclopédie de sa grand-mère le mot sarcophage, jamais de sa vie il a oublié. Et il a acquis ce mot de vocabulaire que dans son, tu te doutes bien sans être méchant, mais que dans son milieu, il l'aurait jamais appris autrement. Ouais, bien sûr. Et ça c'est ce que Yann faisait dans les années 70. Et je sais pas si on en avait parlé sur Diceman, mais il a quand même été, à l'époque où il éditait les livres dont on est le héros, il y a eu un taux d'alphabétisation d'Angleterre de plus de 10%, de 10 points d'augmentation. Et ça correspond exactement à la courbe. Et ça, il a découvert beaucoup plus tard, hein, quand il a commencé à travailler dans l'éducation, parce que Ian Livingstone maintenant il a créé une école. C'est là où il a découvert, il regardait la courbe et voilà. Et en fait, parce que les gamins, en jouant, se sont mis à lire. Et comme lui, il a toujours eu à cœur d'écrire de la vraie fantasy et pas de la fantasy Club des 5, les gamins étaient obligés de s'adapter. Tu vois, quand tu commences à dire que le mec il a un Zweihander, bah t'as pas le choix. Déjà, il y a pas internet, donc tu vas chercher dans le dictionnaire et ça n'existe pas, donc il faut une encyclopédie pour trouver ce que c'est exactement, une épée à deux mains d'origine allemande à la garde ondulée. Quand tu as fait cet effet de recherche, tu ne l'oublies jamais. Moi, je me souviens, la première fois que j'avais cherché, c'était Tétraèdre. J'ai jamais plus oublié. Tu vois, la première fois, on te dit un D4, tu vois, le premier tétraèdre que tu as cherché dans le dictionnaire de ta vie, tu fais, celui-là, j'oublie plus. Et je trouve que le jeu, voilà. Et tu vois, et je pense que le jeu de rôle te rappelle ça, te ramène sur une table à développer. Moi, j'ai connu aussi pas mal de monde, enfin, des personnes qui me sont proches, qui se sont fait leur culture autodidacte à travers le jeu de rôle. Bien sûr. De rien. Bien sûr. Et qui ont acquis une certaine culture. Et parce que tu peux te lancer dans un univers. Parce qu'ils avaient envie de jouer. Exactement. Et donc tu vas te documenter, tu vas lire sur ce cadre, tu vois. Et donc, même l'anglais, on a. Pareil, le développement de l'anglais, hein, des gens qui lisent. Moi, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais j'ai un pote, il est incapable de lire 2 mots d'anglais à l'oral, et il lit en anglais dans le texte. Parce que je sais plus quelle gamme il suivait, c'était un truc genre Fading Sun, je sais pas quoi, qui était plus traduit. Donc il les achetait qu'en anglais. Bah, Fading Sun, tu vas les paver, bah à un moment il avait pas le choix, hein, fallait qu'il s'y mette, dictionnaire d'anglais, il commençait à lire, bim, bim. Bon, une fois que tu as fait des 400 pages avec ton dictionnaire, là tu commences à lire, vraiment. Donc ça on l'a perdu. Je trouve qu'on l'a perdu. Je suis assez affligé par le niveau des gosses en général quand je vois. Voilà. Et donc je trouve que le jeu de rôle est à l'heure actuelle un super loisir pour. Je dis surtout le temps de partage de parole, laisser à l'autre s'exprimer au lieu de s'insulter en simultané. Tu vois, le problème de Twitter, c'est que t'apprends, enfin de X, c'est que t'apprends. En fait, chacun poste, t'écoutes pas ce que dit l'autre. De toute manière, c'est la surenchère de la fête de la saucisse pour celui qui a la plus grosse. Tu peux pas à la table. Au bout d'un moment, le même il fait tu fais quoi? Tu fais quoi? Et chacun apprend, tu vois, et ça, je pense que c'est très bien. Je pense que c'est une vraie vertu qui apprendra aux enfants à se dire, ok, calmons-nous. Donc voilà. Ouais, ben, on a fini sur une... Je sais pas comment on en est arrivé là, mais voilà. Bah écoute, je te remercie. Bah, je t'en prie. On a fait un petit peu le tour. Je crois que j'ai rien oublié parce que tu as vu, je suis mieux maintenant, je note tout parce que j'ai plus la mémoire. On a la mémoire qui flanche. Je me souviens plus très bien. On a les rêves qu'on a. Hein. Voilà. Donc, écoute, Mathieu, je te remercie. Je te souhaite un bon salon. Eh ben, merci beaucoup. Puis bon, on aura l'occasion de reparler de tout ça et puis on va suivre un petit peu. Hein. Avec grand plaisir. Bah, n'hésite pas à passer, puis tu pourras voir les dernières productions, les bouquins qui sortent du four, le dernier Settlers et tout ça. Avec grand plaisir. Ok. À bientôt. À bientôt. Ciao.